Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est un score de crédit aux États-Unis, comment il fonctionne et pourquoi ils sont si importants? Plongez avec nous pour découvrir les subtilités des scores de crédit, leur histoire et leur impact sur la société, tant aux États-Unis qu'en Europe. Qu'est-ce qu'un score de crédit? Aux États-Unis, un score de crédit est une note allant généralement de 300 à 850 qui évalue la fiabilité financière d'une personne. Cette note est nécessaire pour obtenir un crédit dans une banque. Le score est calculé en fonction de plusieurs facteurs: historique de paiement, 35%, niveau d'endettement, 30%, durée du crédit, 15%, type de crédit en cours, 10%, nouvelle demande de crédit, 10%. Un mauvais score de crédit aux États-Unis serait généralement inférieur à 580 selon la plupart des modèles de FICO. Un score moyen se situe généralement entre 580 et 669. Un bon score serait d'au moins 670, avec des seuils plus élevés pour des qualifications très bons, 740-799, et exceptionnel, 800-850. Pour un débutant sans historique de crédit, il peut ne pas y avoir de score attribué, ou un score très bas pourrait être généré, dépendant du modèle utilisé. Origine du score de crédit aux États-Unis. Le concept du score de crédit a des racines profondes dans l'histoire financière américaine. Les scores de crédit modernes ont leurs racines dans les pratiques de crédit du XIXe siècle. La Mercantile Agency, fondée en 1841, a été l'une des premières à systématiser les évaluations de crédit. À l'origine, les rapports étaient subjectifs et souvent biaisés. Avec le temps, des systèmes plus objectifs et standardisés ont été développés, comme le système alphanumérique de R.G. Dun & Company en 1864. Au début du XXe siècle, le crédit à la consommation est devenu plus courant. Des entreprises comme Retail Credit Company, maintenant Equifax, ont commencé à collecter des données sur les consommateurs. La numérisation des données a suscité des inquiétudes en matière de vie privée, conduisant à la Fair Credit Reporting Act de 1970. Cependant, cette loi a en fait aidé à légitimer l'industrie. Fair, Isaac & Company, FICO, a développé l'algorithme de score de crédit moderne en 1989, qui est largement utilisé aujourd'hui. Le crédit en tant que concept a toujours existé, mais les systèmes organisés pour évaluer le crédit ont commencé à apparaître au XXe siècle. Avec la complexification de l'économie et l'accroissement des prêts, une manière standardisée de mesurer la crédibilité financière est devenue nécessaire. Les évolutions proposées au système. Le FMI étudie comment les avancées en fintech et en intelligence artificielle pourraient bouleverser le secteur financier traditionnel. Les chercheurs constatent que ces nouvelles méthodes pourraient être plus efficaces que les méthodes bancaires traditionnelles pour l'évaluation du risque. Avantages: inclusion financière accrue pour les populations non bancarisées ou mal desservies. Aux États-Unis, le système de credit score est principalement basé sur des données financières. Limitation: difficulté d'obtenir un crédit sans un historique de crédit. Proposition du FMI: intégrer des données non financières au système de credit score pour le rendre plus inclusif et précis. Exemple: prendre en compte le type de navigateur utilisé, l'historique de recherche en ligne, et même les achats en ligne, pourraient être considérés pour évaluer le risque client, etc. Impact sur la vie quotidienne: le navigateur ou le téléphone que vous utilisez pourrait influencer votre aptitude à obtenir un crédit. Cette idée n'est pas nouvelle et a déjà été proposée par des entreprises en 2013, notamment l'idée d'utiliser les relations sur les réseaux sociaux comme critère pour définir le credit score. Il reste à voir si cette proposition sera mise en œuvre ou non. Les abus liés au score de crédit. Malheureusement, ce système n'est pas sans faille. Il y a eu des cas où des entreprises ont manipulé ces scores à des fins lucratives. Par exemple, certains prêteurs peuvent offrir délibérément des taux d'intérêt plus élevés à des personnes ayant de bons scores pour maximiser les profits. Outre les prêts, les scores de crédit sont également utilisés pour déterminer les prix des assurances auto et habitation. Accusation de comportements illégaux par les agences de notation de crédit. Les agences de notation de crédit ont été critiquées pour des erreurs dans les rapports de crédit qui peuvent avoir un impact négatif sur les scores de crédit des consommateurs. Ces agences utilisent des algorithmes pour calculer les scores de crédit. Leurs fonctionnements sont souvent opaques, ce qui rend difficile pour les consommateurs de comprendre comment améliorer leur score. Des accusations ont été portées contre les agences pour des pratiques discriminatoires, notamment envers les minorités et les personnes à faible revenu. Les agences collectent une grande quantité de données personnelles, ce qui soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée.
Plusieurs actions en justice ont été intentées contre ces agences pour des pratiques trompeuses ou illégales, y compris des amendes et des sanctions. En réponse à ces problèmes, des lois ont été adoptées pour réglementer les agences de notation de crédit, mais les critiques soutiennent que ces mesures sont insuffisantes. Des systèmes similaires sont en train de naître aux États-Unis, bien que de manière plus décentralisée. Uber bannit les passagers ayant de faibles notes. PatronScan partage les listes de personnes bannies des bars. Certains districts scolaires envisagent des systèmes de reconnaissance faciale. Et en Europe, comment fait-on ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'Europe n'est pas épargnée par cette tendance. Lorsque vous assurez votre habitation, votre moyen de transport, ou prenez un crédit à la consommation, ou un crédit immobilier, l'entreprise à qui vous faites la demande a besoin de calculer si elle peut accepter ou refuser, et à quelles conditions financières, taux, primes d'assurance, etc., d'autres usages, comme la location sont potentiellement concernés. Contrairement aux États-Unis, ces pratiques ne sont pas encadrées et chaque entreprise bricole un score sur des bases qui lui sont propres et qui ne sont pas partagées ni avec d'autres entreprises, ni avec les évalués. Des agences et des algorithmes sont utilisés pour calculer les scores de crédit. Ces agences enfreignent les principes de la loi européenne sur la protection des données, notamment en matière de transparence et de limitation des finalités. Elles achètent souvent des données à des brokers de données qui les vendent à des fins publicitaires, ce qui pose des questions sur la légitimité et la précision des scores de crédit. L'opacité et le manque de transparence dans le fonctionnement de ces agences posent des problèmes fondamentaux que les sociétés démocratiques ne peuvent ignorer. L'utilisation de données génériques comme l'âge, l'adresse et le sexe pour calculer les scores de crédit peut entraîner une discrimination, notamment envers les immigrants et les personnes vivant dans des zones défavorisées. Les individus doivent exercer leur droit à connaître les données que ces agences détiennent sur eux et à contester les pratiques opaques. Plus généralement, en Europe, la tendance à tout noter progresse fortement. L'un des premiers systèmes d'avis en ligne est apparu avec Amazon dans les années 1990. Cela permettait de confier aux clients une partie du travail imputé au service client. Trier les produits vendus sur la plateforme. Pour Amazon, des coûts en moins, donc de la marge supplémentaire. De nos jours, nous notons tout et nous nous faisons noter aussi. 88% des internautes consultent les avis avant le passage à l'achat. C'est aussi le cas des trajets en Uber, de l'accueil téléphonique d'une entreprise, de la qualité du support client, du sourire de votre conseiller, de votre satisfaction de la cantine, etc. Des salariés se sont vus reprocher de ne pas obtenir assez de réponses aux sondages de fin de prestation. Certains camions ont un affichage noté ma conduite. Qui ne s'est pas vu proposer la question « Quelle est la probabilité de 1 à 10 que vous nous recommandiez à un ami ?» On soustrait le pourcentage d'insatisfaits de 0 à 6, du pourcentage des satisfaits 9 et 10. Cela donne le NPS, Net Promoter Score, une mesure de la fidélité des clients aujourd'hui décriée. Dans l'autre sens, les entreprises notent leurs clients avec les Consumer Score, calculés par des algorithmes obscurs et basés sur de non moins obscures données. Cela leur permet de déterminer votre valeur pour l'entreprise et de comment vous serez traité. La police prédictive est aussi une façon de séparer les personnes entre ceux qui seront victimes et ceux qui seront coupables. Arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent le crime. Quant aux ressources humaines, elles notent leurs salariés, ce qui conduit parfois à des abus. Le feedback en continu à 360 degrés, la notation entre salariés, qui autorise aussi tous les abus. Des pratiques similaires, comme le name and shame, concernent pour l'instant que les entreprises et non les individus. Il s'agit d'une sorte de pilori virtuelle qui consiste à offrir à la vindicte populaire les mauvais élèves de tel ou tel aspect de la politique gouvernementale. La secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a ainsi menacé en 2017 de rendre publique une liste d'entreprises mauvaises élèves de l'égalité femmes-hommes au cas où les cadres refuseraient d'assister à une demi-journée de sensibilisation. En mars 2019, le ministère de la Justice, tout en niant se livrer à la pratique du name and shame, donnait aux médias le nom d'entreprises d'État, dont certaines filiales ne respecteraient pas la loi dans ce domaine, une sorte de rééducation par les services de l'État. De même, le gouvernement menaçait en 2018 de rendre publique une liste d'entreprises fraudant le fisc, et en 2019, les entreprises de la restauration qui négligeraient de trier leurs déchets. La prétention du pouvoir à définir ce qui est du ressort de la vérité et ce qui ne l'est pas, loi dite sur les fake news en France et dans bien d'autres pays occidentaux. La pratique du name and shame suscite de nombreuses critiques chez les intellectuels, dans les médias et dans la société civile.
Le mouvement Balance ton port en France participe également à ce mouvement. En conclusion, nous avons vu un système de notation qui semblait légitime mais qui a tendance à dériver aussi bien concernant son uniformité, les algorithmes obscurs, les violations de la vie privée, ses usages discutables et sa potentielle évolution encore moins désirable. Nous avons vu que l'Europe n'est pas épargnée et que les scores finissent par s'infiltrer partout dans la société. Les systèmes de notation sont souvent comparés à l'épisode chute libre de la série Black Mirror, dans lequel les personnages se notent tous, tout le temps, via une application. Oh, salut! Hey! Comment ça se passe chez Blinkman? On ne peut mieux. Je suis persuadée que tu t'en sors. Ça te dit un petit croissant? Ils m'en ont donné un gratuit avec mon café. Oh non, je n'ai pas faim. D'accord, ok, ce n'est pas grave. Bon, c'est là que je descends alors. Évitez de leur forcer la main, vous y perdrez en termes de respect. Les influenceurs peuvent le repérer à des kilomètres. Restez vous-même. Serions-nous pris dans un insidieux système de flicage? Quand on se fait livrer un produit par exemple, on ne sait pas si c'est le livreur qu'on note, l'entreprise ou la livraison. Pour les managers de l'entreprise de livraison, c'est une aubaine. Cela permet de dire ce n'est pas moi qui te demande de faire mieux, ce sont les clients eux-mêmes. Nous pouvons échapper à ce système, à contrôle fort en refusant de noter et en ne basant pas nos jugements sur les notes existantes d'autant que certaines notes sont truquées. Nous sommes alors doublement victimes. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.